serez unis la semaine prochaine en cas de motion de censure? Mais oui, bien sûr, c'est une certitude. Il faut quand même rappeler dans le contexte dans lequel on se trouve. Ce qui s'est passé, c'est que ce gouvernement est illégitime. Jamais Michel Barnier n'aurait dû être Premier ministre, parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Je sais, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde vient nous dire, en essayant de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va tomber, on est à la fin. Mais c'était prévu. Depuis le début, nous savions que ce gouvernement ne tiendrait pas parce qu'on ne gouverne pas la France contre les Français et contre sa représentation nationale. Donc oui, aujourd'hui, la Macronie est en plein naufrage. Ils se sont vendus au Rassemblement national et à Madame Le Pen pour être en capacité de former ce gouvernement. Aujourd'hui, ils sont dans la situation pathétique où ils viennent de nouveau pleurer au pied de l'extrême droite pour essayer d'obtenir une certaine forme de survie. Donc, il y aura motion de censure. Le nouveau Front populaire respectera, lui, ses électeurs et votera la motion de censure et fera en sorte qu'on soit débarrassé de ce gouvernement. Maintenant, je préviens, le Rassemblement national est face à ses responsabilités. Ils ont déjà sauvé à 2 reprises Emmanuel Macron et son gouvernement. Nous avions déjà la possibilité de nous débarrasser du gouvernement dès sa nomination avec la première motion de censure. Et alors, nous n'aurions pas eu la proposition de ce budget d'une violence sociale inouïe. On avait déjà la possibilité... Donc vous dites au RN, il faudra voter forcément notre motion de censure à nous, la gauche. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais par contre, leurs électeurs et leurs électrices, j'en suis certain, les regardent. Mais vous ne voterez pas la leur. Continueront-ils? C'était exactement la question que j'allais poser. C'est-à-dire que le RN... Les 2 journalistes, ça tombe mieux. Non mais attendez, le RN a déjà dit qu'il pourrait voter, ils l'ont déjà fait, oui, ils pourraient voter une motion de censure. Ils l'ont déjà fait, absolument. Ils pourraient voter une motion de censure déposée par la gauche. Est-ce que vous pourriez voter une motion de censure déposée par le Rassemblement national? Nous ne voterons pas de motion de censure déposée par le Rassemblement national. Pourquoi ça ne marche pas dans les deux sens? Pourquoi? Parce que ces gens sont des hypocrites. Nous avons déjà déposé une motion de censure. Il y avait la possibilité que ce gouvernement ne passe pas 2 mois à faire tourner en rond l'Assemblée nationale, à refuser que les débats budgétaires puissent avoir une sortie concrète. Ce gouvernement passe son temps à tout bordéliser. On aurait pu gagner 2 mois si on les avait censurés dès le début. Et aujourd'hui, nous pourrions avoir un gouvernement... On verra dans un instant ce qu'on aurait à la place de ce gouvernement s'il y avait censure. Mais d'abord, on va écouter le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui dit donc ce matin face à Apolline de Malherbe, il peut encore y avoir des concessions faites sur le futur budget. Quelles que soient les différences de valeurs qu'on a, on est aujourd'hui face à une situation extrêmement grave pour le pays. Le Premier ministre a parlé de tempête. C'est pas un mot choisi au hasard. C'est un mot qui a une résonance financière, économique et budgétaire. Et nous sommes évidemment prêts à des concessions pour éviter cette tempête. Sur l'électricité, le Premier ministre l'a dit, sur davantage d'économie. Je suis ministre de l'économie aussi. Je ne veux pas que les entreprises soient la variable d'ajustement de ce budget. Quand ça va mal, tout le monde doit faire un effort. Et l'État le premier. Ludovic Mendes, le match n'est pas plié, c'est pas terminé ce matin? On va essayer de faire en sorte que non. On va essayer d'avoir une forme de responsabilité entre la France honteuse de la France insoumise qui nous explique en permanence que le Rassemblement national soi-disant nos alliés putatifs, ce qu'ils ne sont pas. Et alors que c'est eux qu'ils appellent en permanence à voter avec eux. Éric Coquerel fait ça depuis lundi. C'est le cas que je vous ai pas coupé la parole. Vous en protégez jusqu'à présent. Non, c'est le cas que je vous ai pas coupé la parole. C'est exact, je vous laisse continuer. Il y a des gens qui ont une forme de responsabilité et malheureusement ils sont d'extrême droite. Posez-vous les bonnes questions. Je disais que Éric Coquerel depuis lundi appelle Marine Le Pen à voter avec eux ce matin, toute la journée. Ils vont être leurs meilleurs alliés sur la réforme des retraites aujourd'hui. Il les appelle là, devant tout le monde, à voter avec eux la prochaine motion de censure. Attendez, laissez-moi terminer mon propos. C'est ce que vous venez de faire. Je crois qu'on est au moins 4 sur ce plateau pour témoigner que c'est ce que vous venez de faire. Et les Français qui nous regardent, vous aussi. Vous êtes en train de les supplier de ne pas. Non, moi je ne supplie personne. La différence entre vous et moi, c'est que moi je ne supplie personne. Je dis ce qu'on doit être. On est des élus et on doit être responsable. Je pense que je tape suffisamment sur Madame Le Pen et ses alliés pour démontrer que ce ne sont pas mes amis. Donc ne dites pas n'importe quoi. C'est pourtant eux qui vous protègent à chaque fois. C'est insupportable. Allez-y, ils ne protègent pas. Ils sont juste un peu plus responsables que vous et c'est dur de dire ce genre de propos. C'est vraiment dur de dire ce genre de propos. Parce que justement, il part du principe qu'il ne faut pas faire échouer notre nation pour la volonté d'un parti politique. Vous avez fait un choix. Là, vous êtes en train de défendre. Vous avez fait un choix depuis un certain temps de faire comprendre que le président Emmanuel Macron était légitime, que nous étions illégitimes, que tout le monde était légitime et que vous êtes légitime et supérieur à tout. La réalité, c'est que vous êtes en incapacité de pouvoir gouverner seul. Et si on avait la vérité de se dire les choses, en sortant de nos postures de parti, le seul parti qui a vraiment gagné en juillet dernier, c'est elle, par rapport au nombre de députés qu'elle envoie à l'Assemblée nationale. Qui ça ? On est moins nombreux qu'eux,
Vous êtes moins nombreux que Ah nous. non, c'est faux. Juste La une réalité, question, Ludovic Mendes. personne ne dit cette vérité-là. Juste une question, Ludovic Et Mendes. ils ne sont pas capables de se regarder dans un miroir pour se dire comment on fait pour essayer de travailler ensemble pour que l'extrême droite ne puisse pas gagner demain. Et là, ils sont en train de leur donner les clés de la 5e République. Ludovic Mendes, vous, vous êtes en train de parler de responsabilité dans votre Mais camp. nous, si on n'est pas en phase avec ce camps. budget. Attendez. Juste une chose. Censurer le ministre gouvernement. de l'économie que l'on vient de voir, Non, Antoine parce que la Armand, censure, c'est quelque chose de le grave, ministre de monsieur. l'économie que l'on vient de voir, oui, Antoine Armand, sur notre antenne, vous appelez et appelez l'ensemble des partis à voter ce budget. C'est le même ministre qui, la semaine dernière, dans une interview au Parisien, expliquait que ce budget ne lui allait pas. Oui. Comment Mais est-ce on que est les Français qui nous regardent ce matin peuvent s'y Il retrouver? n'a pas dit la même chose. Il a dit attention à la taxe de trop. Oui, attention à la taxe de trop. Et c'est le combat que nous avons mené. D'ailleurs, on est passé de 4 milliards sur le coût du travail à 1,5 milliard. C'est toujours trop pour Dans les nous, efforts qui mais sont au demandés aux moins il y a eu entreprises. un effort de fait de la part du gouvernement et c'est plus simple d'absorber 1,5 milliard que d'absorber 4 milliards d'augmentation du coût du travail. Donc ça, c'est un débat de fond qui a été posé. On a avancé, on a eu une victoire sur ce sujet-là, il y a eu une écoute de la part du Premier ministre, ça ne nous convient toujours pas, mais on est responsable. On a l'avenir de la nation entre nos mains. À partir de là, notre responsabilité, c'est de trouver des solutions. Et on va se battre derrière pour faire en sorte que le salaire paye mieux, que les taxes soient mieux réparties. Mais ça, on ne pourra pas le faire si on décide de jouer avec la Constitution française, qui est censée nous protéger, juste parce qu'on a envie de faire de la politique politicienne et de se faire entendre sur les plateaux télé comme ils le font en permanence. C'est ça la réalité de ce que nous vivons actuellement. Et il ouvre aussi la porte à la gauche. Mais quand on arrive en nous expliquant c'est comme ça et pas autrement, ça ne peut pas marcher. Le compromis, le consensus, ce n'est pas ça. C'est on fait un pas l'un vers l'autre. Nous aussi, nous avons fait un pas vers le gouvernement a fait un pas vers nous, et nous n'allons pas le censurer. Et c'est notre responsabilité de ne pas censurer. Vous avez toutes et tous entendu, et je salue Néla Latrousse qui vient d'arriver, bonjour Néla, chef du service politique de BFM TV, vous avez toutes et tous entendu le mot de tempête dans la bouche du Premier ministre, dans la bouche ce matin du ministre de l'économie. On va s'interroger, Gaëtan, et je vous emmène avec moi face au mur, si cette tempête n'a pas déjà commencé, la fameuse tempête sur les marchés financiers, du fait de l'incertitude et de l'instabilité politique en France. Avec ce graphique qu'il faut expliquer aux téléspectateurs de BFM TV. Il faut avoir bien une chose en tête, les marchés financiers, les investisseurs détestent l'incertitude. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. On a là un graphique avec les taux à 10 ans des pays. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la France est juste au-dessous de l'Italie et de la Grèce. Et même hier, en séance, la France est même repassée au-dessus de la Grèce. On a tous en tête ce qui s'est passé en Grèce, avec des taux qui étaient astronomiques, la Grèce qui ne pouvait plus emprunter sur les marchés financiers. Eh bien aujourd'hui, il y a de la défiance de la part des investisseurs qui sont en train de nous mettre au même plan que la Grèce, c'est-à-dire de dire, eh bien finalement, on n'a plus confiance en la France. Aujourd'hui, notre dette, 3 000 milliards d'euros, est détenue principalement par des investisseurs étrangers qui se disent, ben finalement, la France, est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans ce pays? Ils nous mettent au défi et on voit bien, et aujourd'hui, ils préfèrent tout simplement prêter à l'Espagne, au Portugal et à l'Allemagne. Parce qu'ils considèrent que c'est moins risqué. Et oui, tout à fait, parce que ces pays ont fait des réformes structurelles très importantes. Et même l'Allemagne, qui connaît actuellement une crise, eh bien finalement, ils préfèrent investir en Allemagne. Mais je me mets à la place de celles et ceux qui nous regardent ce matin. Est-ce que ces taux-là, dès qu'on parle de taux, moi j'entends emprunt pour les entreprises, crédit immobilier, etc. Est-ce que ce taux-là, il a une incidence sur ce que nous allons payer pour rembourser nos crédits immobiliers? Oui, tout à fait, puisque selon l'IFRAP, la fondation IFRAP, eh bien, lorsqu'une banque prête aux ménages à taux fixe, elle regarde justement le taux de la France et l'IFRAP estime que si ce taux augmente de 1%, eh bien, le taux d'emprunt des ménages augmentera de 1,4%. C'est encore pire pour les entreprises, parce que toujours, encore une fois, si jamais le taux de la France là, progressait à 4%, ce taux à 10 ans, eh bien l'incidence pour les banques, ça serait des taux d'emprunt supérieurs de 4%. Donc vous le voyez, véritablement, ça a une incidence sur notre économie, sur le financement de notre économie, aussi bien les entreprises que les ménages. Merci Gaëtan. On verra tout à l'heure si le fait qu'il n'y aura pas de budget éventuellement, en tout cas pendant une période, pourrait avoir des incidences sur nos vies, sur les fonctionnaires par exemple, sur tout un tas de choses. Mais Aurélien Lecoq, quand on voit ça, vous êtes prêt à prendre ce risque-là? Mais, monsieur Svitek, qui nous a mis dans cette situation? Qui a créé 1 000 milliards de dettes depuis qu'ils sont là? Qui a fait en sorte que nous ayons un déficit public abyssal, plus de 6 points cette année?
c'est le président de la République. Oui, mais c'est Emmanuel Macron. C'est Bruno Le Maire. Mais je vais vous expliquer. Le Covid, la crise inflationniste. C'est faux. Bah non. C'est faux, je suis désolé. Vous prenez, par exemple, le déficit abyssal de cette année. La démonstration a été faite. C'est même dans un texte du gouvernement. Il s'agit d'un déficit dit structurel. C'est-à-dire que c'est le rapport entre ce qu'on dépense et ce qu'on reçoit. Oui, mais la réalité, c'est qu'on ne reçoit plus rien. On a vidé les caisses de l'État. 200 milliards d'euros par an de cadeaux aux grandes entreprises. C'est ça qui est en train de se passer en France. C'est que Bruno Le Maire, Emmanuel Macron vident les caisses de l'État en ne faisant plus payer d'impôts de manière suffisante et normale aux grandes entreprises. Et ensuite, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus rien pour investir, donc les salaires sont plus faibles, donc la consommation est plus faible, etc., etc. Ces gens ont ruiné notre économie. Mais je voudrais juste revenir sur la question sur la question de la... Vous ne pouvez pas monopoliser la parole, c'est le principe autour de cette table. Nélia Latroust, simplement cet argument qui est de dire, de toute façon, si la tempête a déjà commencé, si les marchés s'agitent déjà un tout petit peu, c'est de la faute du gouvernement actuel ou des précédents gouvernements qui nous ont mis dans cette panade-là. Cet argument-là, on l'entend dans la bouche d'Aurélien Lecoq, mais dans la bouche du Rassemblement national, d'une bonne partie de la gauche, etc. Je sentais la question piège, Maxime Fruitec. Je ne vais pas trancher le débat d'experts sur qui est responsable de cette tempête financière. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si l'on regarde ce qui a pu se passer dans les années précédentes, alors c'est vrai, il y a eu une dette Covid qui a explosé. C'est vrai aussi, dans les échanges que l'on a eus, moi-même avec un certain nombre de proches de Bruno Le Maire en 2022, lorsque la question a été posée sur un certain nombre de dispositifs, et notamment le bouclier tarifaire, de savoir pourquoi est-ce qu'on mettait du temps à en sortir, j'ai le souvenir de ce conseiller qui me disait on va peut-être pas en sortir avant une présidentielle. Donc il y a eu aussi, par moment, un peu d'argent qui a continué à couler parce que il y avait des échéances électorales. Par la suite, au moment de la réforme des retraites, lorsque Standard & Poor's avait maintenu la note de la France, il fallait bien lire le rapport de l'agence de notation qui disait mais attention, il y a de telles tensions sociales en France, de telles tensions politiques que la situation économique finalement pourrait ne pas être aussi bonne que l'anticipe le gouvernement. Les agences de notation font le constat que le fait que, par exemple, le dialogue social ne fonctionne pas bien et que cela se traduise en France par régulièrement des grèves, des arrêts de travail, des débrayages, ça a une conséquence aussi sur l'économie. À cela s'ajoute effectivement la dissolution qui a eu deux effets. Le premier, c'est d'abord une réelle crainte du monde économique de l'arrivée au pouvoir de la gauche. C'est étayé, un certain nombre de responsables nous le disent. Mais ensuite, le temps également qu'a mis Emmanuel Macron, ces 60 jours, 70 jours, pour enfin stabiliser un gouvernement, ça a aussi inquiété les milieux économiques. Et ça s'est aussi traduit par un certain nombre de décisions d'investissement décalées. Et de ce que l'on voit, c'est-à-dire des marchés qui se disent on ne comprend pas très bien où va la France. Le budget, en l'état, qu'il soit voté ou pas voté, ça aura des conséquences. Parce que qu'est-ce qui s'est passé hier ? Attendez, on verra les conséquences dans un instant avec Benjamin Dubois. Non, mais pour expliquer très rapidement, hier, les députés et sénateurs, le compromis sur lequel ils parviennent, c'est un compromis qui parvient à moins d'économies que ce qui était prévu initialement. Et puis il y a eu, ça a été évoqué il y a quelques instants, ces 52 milliards qui ont disparu dans la nature entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, les députés ont voté un budget qui prévoyait un certain nombre de rentrées fiscales. On s'est rendu compte à l'été qu'il manquait 52 milliards et que vraisemblablement, il y avait eu un problème dans l'anticipation des recettes. Je reprends un des exemples. Avez été prévenu. Je reprends un des exemples que vous donnez sur les taxes sur l'électricité, par exemple. Laurent Neumann, c'est précisément un des points que met en avant le Rassemblement national en disant le gouvernement avait abaissé ses taxes bouclier tarifaire pour aider les Français, etc. Le gouvernement aujourd'hui dit on va devoir augmenter ces taxes-là, mais vu que les tarifs baissent de l'électricité globalement, il y aura une baisse de ce que les Français paieront sur l'électricité. Marine Le Pen dit attendez, vous ne pouvez pas reprendre cet argent-là aux Français. Mais ça veut dire qu'on ne s'en sortira jamais en réalité. Alors, sur ce fameux bouclier tarifaire. Partons du début, 60 milliards d'euros d'économies à faire. D'accord ? Sur ces 60 milliards, le gouvernement dit on peut en faire 6 milliards. Ces 6 milliards, ils sont divisés en deux. 3 milliards, c'est la fin du bouclier tarifaire. On en sort définitivement. Et puis on rajoute 3 milliards de taxes, c'est-à-dire suffisamment pour aider le budget du pays, mais pas trop non plus pour que les tarifs de l'électricité finissent quand même par baisser de 9% pour les Français. Le Rassemblement national, la gauche dit non, ça tape dans le budget. Cet argent, il faut nous le rendre. Donc il y a 3 milliards là, où en gros, la gauche et le Rassemblement national disent c'est une ligne rouge, cet argent-là, il faut le laisser aux Français, c'est du pouvoir d'achat, et c'est du pouvoir d'achat qui concerne tout le monde. Les riches, les pauvres, les classes moyennes, tout le monde devrait payer. Donc il faut les rendre.
Et là, ce que j'entends, moi, dans la bouche du Premier ministre, il y a quelques jours, ou ce matin, dans celle du ministre de l'économie, c'est on est prêt à faire des concessions. Jusqu'où 3 milliards. Notamment sur l'électricité. 3 milliards, un peu moins de 3 milliards. Est-ce que finalement, le plus important, c'est de perdre, entre guillemets, ces 3 milliards d'économies, mais d'avoir un budget, ou est-ce qu'on n'a pas de budget parce qu'on n'a pas voulu rendre ces 3 milliards? En gros, c'est ça qui est en train de se jouer. Gaëtan. On a une petite marge de manœuvre, parce que l'idée du gouvernement, avec cette très forte baisse des prix de l'électricité sur les marchés, on rappelle un chiffre, 730 € le mégawattheure au pic de l'inflation, là, on est à 100 € du mégawattheure. Donc vous voyez la différence. Donc aujourd'hui, oui, on peut offrir aux Français une baisse de leur facture. L'idée du gouvernement, c'était d'augmenter la taxe au-dessus de ce qu'elle était avant la crise. C'est-à-dire, avant la crise, elle était à 32, ça s'était passé de 42 à 44, tout en assurant aux Français une baisse de leur facture de 9%. Là, si on revient juste aux 32 € d'avant-crise, eh bien, on est en mesure d'offrir aux Français une baisse de la facture de 12 à 13%. Donc voilà, là, ça c'est une vraie marge de manœuvre. C'est-à-dire que le gouvernement fait un effort en direction de tous les partis politiques, parce que même les LR le demandent, mais voilà. Il y a même des ministres qui le demandent. Bon, attendez, Benjamin Dubois nous attend, les éclaireurs, Benjamin, parce qu'on se demandait, question toute simple, ça changerait quoi pour nous, pour vous, pour ceux qui nous regardent, s'il n'y avait pas de budget? On va commencer avec une première question, Maxime. Est-ce que les impôts augmenteraient dans ce cas? Eh bien oui, s'il n'y a pas de budget voté, les impôts vont augmenter l'année prochaine parce que le barème ne sera plus indexé sur l'inflation et des foyers qui jusqu'à maintenant étaient exonérés d'impôts paieraient eux aussi des impôts. On prend un exemple. Si vous gagnez 3 000 € avec un gel du barème à 2 886 €, le barème indexé à 2% serait de 2 752 € et ça ferait donc plus 134 € d'impôts en cas de gel, calcul qui est fait par le simulateur du site impôts.gouv.fr. Autre question, avec une France sans budget, suis-je toujours remboursé de mes prestations sociales et médicales? La carte vitale, par exemple, la carte vitale continuera de fonctionner, c'est ce que confirme la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Concrètement, vous allez continuer d'être remboursé chez le médecin avec votre carte vitale et votre mutuelle. Qu'en est-il du versement des pensions de retraite? Pour les retraites, elles vont être payées, mais elles ne seront pas forcément augmentées du taux de l'inflation. C'est ce qu'indique la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq. Autre question, les fonctionnaires seront-ils payés? Oui, les salaires seront versés, mais il n'y aura aucune revalorisation. On n'est pas dans un cas à l'américaine, ce fameux shutdown où l'État fédéral ne parviendrait pas à payer. En France, même si Elisabeth Borne estime que cela pourrait arriver, notre Constitution permet d'éviter un tel risque. En réalité, ce sera le budget 2024 qui s'appliquera. Merci à vous, Benjamin Dubois. On peut l'éviter tout ça, Ludovic Mendes, encore? On a 4 jours. Mais on doit l'éviter. On ne se rend pas compte. C'est que au-delà de simplement une crise économique, c'est l'avenir de notre nation qui est en danger. Et je ne le dis pas parce que j'ai envie de faire peur aux gens. C'est une réalité. S'il y a une instabilité politique, comme on est en train d'en parler, on va se retrouver dans une situation où on ne sera pas capable de se relever. On annonce déjà 200 000 destructions d'emplois. On s'est battu pour créer de l'emploi, pour faire en sorte que les Français puissent s'en sortir le mieux possible. Certes, les salaires ne payent pas assez. Ça, c'est le combat qu'on doit mener. La gauche dit vouloir le mener, mais elle ne le mène pas. La preuve, c'est qu'elle fait tout l'inverse. Le débat que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est de recréer de la dette complémentaire. C'est 20 milliards de dettes complémentaires. Quelle est la responsabilité aussi de chaque parti politique? Moi, j'assume de dire que tout n'a pas été propre de notre côté, que le président de la République a sa part de responsabilité. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on fait quoi? On continue à se taper dessus, on prend pas ses responsabilités, on demande au Parti socialiste en interne de voter la motion de censure. C'est pas aux députés de prendre leurs responsabilités? C'est à des militants de choisir si on garde un Premier ministre de droite alors qu'on est de gauche? La réponse est non. Ils vont censurer. Où est la responsabilité des partis politiques aujourd'hui? Elle est de zéro. Ils ne sont pas capables de pouvoir discuter. Et moi, j'assume pleinement de dire qu'on est en désaccord avec le gouvernement, mais on est responsable face à ce qui est en train de se passer. Donc, et le président un mauvais budget, pas de budget. Rappelons-nous des débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale en disant vous ne faites rien pour les Français, vous ne protégez pas les Français, ils payent trop cher l'électricité, ils payent trop cher le gaz, ils payent trop cher leur essence. On a aidé sur tous ces sujets. Et là, on vient nous le reprocher. C'est inadmissible, c'est irresponsable. C'est ça la réalité de notre vie politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et il y a eu une dissolution que eux-mêmes ont appelée
de leurs vœux avec le Rassemblement national. Ils ont eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils sont revenus en nous expliquant qu'ils avaient gagné. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas prendre les responsabilités données par les Français. Monsieur Mendes. Ils préfèrent donner le pouvoir à Marine Le Pen qu'ils leur donnent, mais ils le feront tout seuls. Monsieur Mendes, il y a un moment où... Monsieur Lecoq, ne prenez pas comme ça, parce que vous savez très bien que vous êtes dans le dogme permanent. Comment ça, comme ça? Vous êtes dans le dogme permanent. Ça va. Moi, je ne suis pas dans le dogme. J'accepte la réalité. Prenons les choses, s'il vous plaît, prenons les choses froidement, parce que je vois bien, mais si, regardez, je suis tout à fait calme. De façon honteuse sur les plateaux. Bon, je vois bien que la Macronie étant dans un tel naufrage... Ça ne veut rien dire. S'il vous plaît, Loïc Mendes, vous n'êtes pas faire la même chose, s'il vous plaît. Bon, vous faites de l'obstruction à l'Assemblée, désormais vous bordélisez les plateaux télé. C'est quand même dire à quel point aujourd'hui vous êtes en plein naufrage et en panique absolument complète. Donc il faudrait quand même, je ne peux pas vous laisser dire, mais si, je ne peux pas vous laisser dire des contre-vérités à ce point-là. Vous cherchez le chaos. Je voudrais quand même vous rappeler que la dissolution... Vous allez gagner. Attendez, deux minutes. La dissolution, c'est votre président de la République qui l'a mis en place. Celui qui gouverne depuis 7 ans, qui fait qu'on en arrive à 200 000 emplois qui sont mis en danger, qui fait qu'il y a 60 000 faillites dans ce pays, qu'il y a 11 millions de pauvres, c'est parce que c'est votre président de la République, celui que vous soutenez, Emmanuel Macron, votre majorité, qui depuis 7 ans a mis la France dans cet état. Non, monsieur, vous n'avez pas créé de l'emploi. Vous mentez. Non, je suis désolé. Vous êtes dans le théâtre permanent. Vous faites semblant. Toujours la faute d'un seul homme. Attendez, je vous explique. Attendez, parce que là, c'est du théâtre et ça sert à rien. Vous avez mis les Français dans la s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça sert à rien. Honnêtement, s'il vous plaît, ça ne sert à rien ce qui est en train de se passer. À rien du tout. Je peux vous lire 30 mails. Je peux vous lire 30 mails des téléspectateurs qui nous regardent pour vous dire que ils vous renvoient dos à dos, mais en permanence. J'ai une question pour qu'on avance. Est-ce que vous espérez, en cas de censure, une démission d'Emmanuel Macron? Parce qu'on va en parler avec Benoît Galeret dans une seconde. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Le problème dans ce pays, oui, c'est le président de la République. Parce qu'il a décidé de ne pas respecter le résultat des urnes. Tout à l'heure, on nous appelle à la responsabilité des partis politiques. Mais moi, monsieur, je suis député. C'est-à-dire que je suis élu par des électeurs et par des électrices qui, dans ce pays, ont décidé de placer le nouveau Front populaire en tête sur la base d'un programme. Je sais que ça paraît bizarre à certains qu'en démocratie, on essaye de respecter les programmes et qu'on essaye de respecter les votes des électeurs. Je vous ai posé une question simple. Je réponds à votre question. S'il y a censure, si le gouvernement tombe, la seule manière de sortir du blocage, oui, c'est que le président de la République s'en aille. On peut le faire de manière démocratique, organisée. Ça s'appelle la destitution. Nous l'avons proposé, nous continuerons à la déposer. Ça peut se faire par la démission d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron démissionnait, on pourrait enfin revenir dans un État démocratique normal. Benoît Galeret, ces appels à la démission d'Emmanuel Macron, en cas de censure, ils débordent maintenant de la France insoumise. Oui, et je vais commencer par une devinette qui accuse dans un tweet le président d'être à l'origine du chaos politique que nous vivons et estime que c'est donc à lui de prendre ses responsabilités. C'est pas un insoumis, c'est Charles de Courson, centriste, 30 ans de Parlement à son actif, qui tweet cela, rapporteur général du budget à l'Assemblée, qui ajoute qu'a fait le général de Gaulle après son référendum. Il a eu le courage de démissionner. Même son de cloche du côté de Jean-François Copé, l'ancien patron de l'UMP, pourtant famille politique de l'actuel Premier ministre, Michel Barnier. Il dit, lui, qu'on est tous victimes de cette dissolution qui ne ressemble à rien et dont on paye tous les jours le prix. Écoutez la suite. Il n'y a plus qu'une solution pour résoudre le problème. Qu'une seule. C'est une nouvelle élection présidentielle. Il faut qu'elle soit anticipée parce qu'il n'y a que Emmanuel Macron qui ne s'est pas rendu compte. Mais il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, ses amis ou ceux qui l'aiment bien le lui disent. Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Sa démission est la solution au problème qu'il a posé avec cette dissolution. Et voilà la pression qui monte sur un président qui se voulait pourtant en retrait. Tout cela, récapitulons, qui réclame sa tête. Donc, chez LFI, on l'a entendu, pousser Jupiter à démissionner, c'est l'idée. Depuis début juillet, avant même les législatives, c'était ce dessin de CAQ pour l'opinion. Jean-Luc Mélenchon expliquait que le chef de l'État devrait s'en aller en cas de revers dans les urnes. Il y avait même eu une procédure de destitution signée par 81 députés, des insoumis, des écologistes, mais pas les socialistes. La procédure avait donc été enterrée. La nouveauté ces derniers jours, c'est que le RN, longtemps silencieux, eh bien s'y met.
lui aussi, le départ du président s'imposera si le pays se bloque, dit le député du Nord, Sébastien Chenu. On a entendu Edwige Diaz, autre élu RN, confirmer que si la censure était votée contre le gouvernement Barnier, ce serait à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Et leur porte-parole, Philippe Ballard, jusque-là qu'évitait la question, dit « si, ça pourrait être une porte de sortie, je le cite. » Alors il y a tout de même Jean-Pierre Raffarin qui prévient qu'un président ne tombe pas comme ça, qu'il ne peut pas s'en aller ainsi. Il y a aussi François Hollande ce matin qui dit attention, pas dans ce contexte d'instabilité. Il avoue aussi à demi-mot que la gauche n'est pas prête en cas d'élection anticipée. Il a donc rien à y gagner. N'ajoutons pas du chaos au chaos, dit Emmanuel Grégoire, autre socialiste. Il nous faut un débat serein, une campagne qui se déroulerait correctement. Ça ne sera pas le cas, on l'a vu avec les législatives. Je termine juste quand même, pourtant, avec ce sondage qu'on a eu hier, institué là pour BFM TV, large majorité de Français, 63% tout de même, estiment que le président de la République devrait démissionner si le gouvernement était censuré. Un peu plus de la moitié d'entre eux, 53%, le considérant comme responsable, seul responsable de la situation politique actuelle. Et je sais qu'autour de la table, vous voulez réagir, mais ce sera juste après la météo. La météo avec My Variation. Des brosses à dents à technologie Sony, recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. Profitez de la météo avec les services Engie. Pilotez votre chauffage à distance et maîtrisez votre consommation d'électricité. J'agis avec Engie. Retrouvez la météo avec Body Minute. Numéro 1 de l'épilation définitive à la lumière pulsée intense. Bonjour à tous, le soleil et la douceur toujours pour les régions du sud de la France. En revanche, une petite perturbation va concerner les régions centrales pour aujourd'hui, en lien avec cette dépression qui a provoqué d'ailleurs de fortes rafales de vent sur les Pays-Bas. Donc on retrouve ces quelques pluies là depuis ce matin entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre, le nord des Alpes et le sud de l'Alsace. Et cette perturbation, elle va faire du surplace pour cet après-midi sur ces régions. Après donc le passage de la perturbation hier sur le nord, et bien le retour de belles éclaircies pour cet après-midi entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et donc le nord de l'Alsace. Et puis dans le sud de la France, là pour le coup, pas de problème, ça sera du plein soleil cet après-midi avec un peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures très contrastées avec de l'air plus froid qui va à nouveau s'engouffrer dans le nord-est, 9 à Paris, 8 à Nancy, mais de la douceur dans le sud, 17 à Bordeaux jusqu'à 19 à Biarritz, à Perpignan et à Ajaccio. Et pour demain, une belle journée après la dissipation des brouillards et des nuages bas, une grisaille peut-être un peu plus tenace entre Dijon et Lyon, et puis sans doute quelques pluies qui vont arriver par la pointe de la Bretagne et toujours de la douceur dans le sud de la France. Très belle journée. C'était la météo avec My Variation. Des brosses à dents à technologie Sony, recommandées par les dentistes, disponibles en pharmacie et sur myvariation.com. C'était la météo avec les services d'Engie. Pilotez votre chauffage à distance et maîtrisez votre consommation d'électricité. J'agis avec Engie. C'était la météo avec Body Minute. Des soins visage et corps professionnels pour chacune d'entre vous. Et on reprend donc notre discussion en direct sur BFM TV. Ludovic Mendes, je reviens sur ce chiffre. 63% des Français, sondage est là pour BFM TV, estiment que le président, en cas de censure, le président de la République, devrait démissionner. On a ces appels notamment de Jean-François Copé qui disait hier sur notre antenne, il n'aura pas le choix s'il y a censure. Qu'est-ce que vous répondez à ce « il n'aura pas le choix » Emmanuel Macron? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis moi, j'aime bien ces personnes qui ont passé leur temps à faire que de la politique. Je rappelle que ce monsieur ne savait pas le prix d'un pain au chocolat, demande au président de démissionner. L'arrêt, elle est aussi là. Il y a une volonté, d'une part, du Rassemblement national et de la France insoumise de dire on va faire un match à deux. Parce qu'il fait 30 jours si le président démissionne. 30 jours pour faire campagne. Qui est capable demain de pouvoir préparer ces élections? Personne. Sauf la France insoumise, sauf le Rassemblement national. Et je ne suis pas certain que notre pays a envie vraiment de vivre ce moment. Vous n'avez pas de candidat dans le bloc central si Mais personne n'est prêt, là, en 30 jours, faire une campagne, vous le savez très bien. Si, nous, on est absolument prêts, il n'y a aucun problème. Et malgré la démission du président de la République, l'Assemblée ne changera pas, tout de suite. Donc ça ne changerait rien non plus. Il y a toujours une possibilité de cohabitation, il y a toujours une possibilité de créer un nouveau gouvernement, de faire autrement, de proposer au bloc central de se déplacer aussi vers la gauche. On n'a jamais été fermé à ça. Mais si en face de nous, les personnes nous disent non, niet, c'est nous, rien que nous, et que nous, ça ne peut pas marcher. Et oui, vous devez partir. Les gens ont décidé de se battre dans les urnes. Le nombre de fois, vous m'avez coupé la parole à chaque fois que j'ai pris la parole. Oui, mais parce que moi, je vous coupe. J'ai l'impression que vous êtes complètement déconnecté. Mais non, mais laissez-moi terminer mon propos au moins. Allez-y, on vous écoute, mais simplement... Moi, j'ai un discours de vérité et de responsabilité. Vous avez un discours dogmatique dicté par votre parti politique. La différence est là. Et aujourd'hui, quand on dit que c'est que la faute du président de la République, la réponse est non. Il a sa part de responsabilité. Les Français ont voté, c'est nous qui n'avons pas été capables de nous mettre d'accord.
c'est l'Assemblée nationale. Ceux qui n'arrêtent pas de dire que le président a trop de pouvoir, là, il n'en a plus. C'est l'Assemblée qui a le pouvoir. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de travailler autrement? La réalité, elle est là. Mais ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent tous les pouvoirs. Et ils veulent appliquer leur programme. Sauf que la France insoumise... Celui pour lequel on a été élu, je termine ce propos, monsieur Lecoq. Vous terminez au deuxième tour face au Rassemblement national, elle vous met une pâtée. Parce que les Français ont peur de vous. Et les sondages le démontrent. Attendez, Laurent Neumann, je vous vois très calme et sage. Non, je me mets, pardon, j'enlève juste ma casquette d'éditorialiste politique un instant, je me mets à la place des gens qui nous regardent et qui écoutent ce débat, ils doivent se dire, waouh, on nous explique qu'il y a un risque de chaos politique, économique, social, budgétaire. Il y a 2 secondes, on vient de nous dire qu'il y avait potentiellement 200 000 emplois qui allaient être supprimés et on en est encore à faire de la politique de cette manière-là. Certains, visiblement, ont plus d'intérêt à défendre leur propre opinion politique, leur propre parti que l'intérêt général. Mais ça crève les yeux. Après, chacun jugera ce qu'il a envie de juger. Allez, je remets ma casquette d'éditorialiste politique 2 secondes. La vérité, c'est que institutionnellement, un départ du président de la République là, par exemple, après la censure du gouvernement Barnier, ne changerait rien avant au mieux le mois de juillet prochain, puisqu'il ne pourrait pas y avoir de dissolution. Donc on vient d'avoir 6 mois de vacances du pouvoir et on aurait encore 6 mois de vacances du pouvoir. Pendant ce temps-là, l'économie, les plans sociaux, les agriculteurs qui sont dans la rue, tout continue. Mais il n'y a plus de réponse politique. Donc je pense que ceux qui demandent ça devraient quand même y réfléchir à 2 fois. Et pour compléter ce que vous dites, je vais citer quelques témoignages, quelques messages envoyés par les téléspectateurs de BFM TV. Il y a une chose qui revient sans arrêt tous les matins en ce moment, quand on parle de budget, quand on parle d'économie à faire. C'est le fait de demander tout simplement aux politiques de faire des efforts. Les politiques, c'est ce que dit Eric, se gavent sur le dos des Français. Ils ont trop peur de perdre ce qu'ils ont. Ils s'enrichissent sur le dos des Français. Ce message-là, encore une fois, on en reçoit, mais j'en reçois à l'appel ce matin. Ludovic nous dit bonjour, il est temps que les députés, tous les députés, mettent leur ego de côté et pensent à notre France au lieu de penser au chacun pour soi. Ils ne pensent qu'à prendre la place du calife. Farid nous dit bonjour. Aujourd'hui, mon pays est dans une impasse. La gauche, fidèle à son discours, détruit notre pays. LFI, les écolos, les socialos veulent sanctionner le gouvernement en place pour juste affaiblir et éliminer notre gouvernement et venir diriger le pays. Aucun sursaut national. Aurélien Lecoq, qu'est-ce que vous répondez à Farid? Moi, je réponds à Farid que si aujourd'hui en France, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a la moitié des Français quasiment qui se privent de manger pour nourrir leurs enfants, s'il y a des gens qui meurent dans les couloirs de nos hôpitaux, parce que c'est ça la réalité, parce qu'il y a 27 000 lits qui ont été supprimés, si on a la dette dont on a parlé, peut-être qu'à un moment il faut se poser la question de quelle est la responsabilité d'un président de la République et de sa majorité ou de ses députés qui est là depuis 7 ans. Vous voulez que je vous dise, on parlait de la destitution ou de la démission du président de la République juste avant. Le départ d'Emmanuel Macron, c'est pas le début du chaos. Le départ d'Emmanuel Macron, c'est le début du soulagement et de la stabilité. Et quand on est dans une démocratie, parce que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à ce point de blocage et qu'il y a effectivement toutes ces discussions. Quand on est dans une démocratie, c'est les Françaises et les Français, c'est le peuple qui doit décider. Le peuple a dit à 2 reprises qu'il ne voulait plus de cette politique, qu'il l'a fait souffrir pendant 7 ans. Il l'a dit aux européennes, il l'a dit aux législatives. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron fait tout pour conserver le pouvoir. Je suis désolé, mais il est là. Elle est là, la politique politicienne. Celles et ceux qui ont perdu les élections, dont les Français ne veulent plus, et ils le redisent, c'est même vos chiffres et vos sondages, et qui s'accrochent au pouvoir uniquement pour eux, ce sont les macronistes. Vous avez répété 3 fois que vous aviez été élu démocratiquement. Oui, non, j'ai pas été élu démocratiquement. Mais j'allais vous poser la question. Le président de la République a été élu démocratiquement et pas pour 3 ans, mais pour 5. Oui, mais le président de la République. Ce qui pose la question. Le problème est dans le oui, mais. Ce qui pose la question. Ne faites pas ça. C'est pas. D'abord, c'est pas correct. Pardonnez-moi. Ne prenez pas des demi-phrases. Pardonnez-moi. Je vais faire ce que je veux. D'abord, dire ce que je veux et nous sommes dans un pays et éviter de me parler à l'impératif. Ça me paraît mieux pour débattre. Très bien. Je vous dis juste. Ne dites pas oui mais alors que j'allais vous répondre sur le président de la République. Que le président de la République a été élu non moins démocratiquement que vous. Tout à fait. Attendez, c'est là que c'est intéressant. Le président de la République a été élu démocratiquement. Le président de la République doit appliquer la Constitution. Ce qui aujourd'hui pose
La question de la démission ou de la destitution du président de la République, c'est son refus de prendre en compte le résultat des élections législatives qui sont des élections générales. Et je tiens, en refusant de nommer la coalition, arriver en tête. C'est ça qui crée le blocage. Mais il y a un moment, il faut l'entendre. Aurélien Lecoq, c'est terminé. La République, dans un État démocratique qui ne respecte pas le résultat des urnes. Donc oui, à un moment, soit il le respecte, soit il s'en va. Leur goûter. Avant d'aller à l'Assemblée, d'un mot, Néla, vous voulez conclure? Oui, d'un mot, parce qu'on parle de tous ceux qui appellent à la démission du président. Il y a démission et démission. Enfin, la LFI, ce qui est proposé par la France Insoumise, c'est une destitution à très court terme du chef de l'État. Ce que dit Jean-François Copé, c'est pas tout à fait la même chose. Il dit, est-ce que jusqu'en 2027, on peut rester avec cette situation-là? C'était juste pour apporter un distinguo. Voilà, que tout le monde ne dit pas exactement la même chose derrière ce même terme qui est utilisé. Bon, merci à tous les 6. On va retourner à l'Assemblée, retrouver Anthony Lebos.